On a vécu aussi le fallow à travers les années, à travers les décades, et c'est vrai qu'il y a eu des périodes très différentes les unes des autres, et qu'on arrive à une période où il y a beaucoup de progrès qui sont intervenus sur la CEC, sur la cardioplégie, sur les drogues dont on dispose, qui font qu'on a changé notre approche classique qu'on avait pendant très longtemps sur le fallow. Il y avait certaines précautions à prendre, et même là, dans le discours de Bernard, il y a des choses qui sont quand même un peu différentes. Entre autres, on utilise beaucoup plus l'écho que ce qu'on faisait auparavant, et entre autres, quasiment pas de cathéter dans l'artère pulmonaire, parce qu'on a un peu peur du fait qu'il y ait un patch d'élargissement de l'artère pulmonaire. On a un peu peur du conflit et des risques thromboemboliques. D'ailleurs, c'est intéressant de mesurer les pressions pulmonaires avec un cathé à la fin de l'intervention, mais il ne faut pas le laisser. L'écho fera parfaitement le travail, parce qu'on n'est pas du tout dans une situation d'un monitorage d'échographie comme les patients qui font des crises d'HTAP. Là, le KTAP, il s'impose parce qu'on va suivre l'évolution de la PAP et de la SVO2. Et ça peut être des chutes extrêmement brutales. Par contre, une modification des pressions pulmonaires ou des saturations chez un fallow, c'est un phénomène qui est lent. Donc là, le reste du monitoring, la saturation, la NIR, c'est des choses comme ça, vont être largement suffisants. Le KTAP, je ne vous conseille pas. Mettez pas de KTAP sur des fallows, parce que, d'ailleurs ici on n'en met pas, et c'est la différence entre Marseille et Bordeaux, c'est qu'à Bordeaux, il n'y a pas eu de KTAP qui ont été mis chez les fallows, sauf exception, mais il ne faut vraiment pas les mettre. C'est intéressant de mesurer la fin du bloc opératoire, mais ne retenez pas l'idée que je vais mettre, parce que tout à l'heure on va faire CAV complet. Donc à l'examen, si vous mettez fallow, je mets un KTAP, et CAV complet, j'en mets pas, vous avez RS0. CAV complet, c'est des malades qui vont faire de l'HTAP rebelle et extrêmement grave en post-opératoire. Là, il faut un monitoring assez agressif, parce que la réactivité des malades est très forte. Inversement, sur le fallow, en fonction des types de réparation, le risque variation pression pulmonaire, il est infime par rapport à d'autres complications qu'on va voir. Alors, quels sont les patients auxquels on a affaire du côté prise en charge réanimatoire, anesthésie? Il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué pour l'instant, c'est l'aspect cyanose de ces patients. Vous allez voir que ça pose beaucoup de problèmes. On va avoir des patients qui, du fait même de la cardiopathie, je ne vais pas revenir sur l'explication, mais ils vont avoir une cyanose qui est soit très faible, c'est ce qu'on appelle le fallow rose, c'est les nouveau-nés qui ont un canal qui fonctionne et qui n'ont pas eu encore le temps de développer, d'augmenter leur hémoglobine et d'avoir les conséquences de la cyanose. D'où l'intérêt de la prise en charge précoce. Parce que certes, il y a les discussions cardiologiques et chirurgicales sur la prise en charge précoce, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est que plus on les prend en charge rapidement, et moins on va les laisser avec des cyanoses conséquentes. Parce que ça, le retentissement sur le long terme, sur les troubles thromboemboliques, sur l'atteinte rénale, sur les risques neurologiques. Si on laisse un fallow évoluer avec une cyanose, il y a des risques thromboemboliques cérébraux extrêmement importants. Donc en général, on a allé vers les réparations précoces, surtout à cause de ça. Certes, ça a posé des problèmes sur comment le ventricule va évoluer, mais il y avait cette prise en charge d'un phénomène beaucoup plus général qui est la cyanose sur le long terme. Et ça, on sait que c'est pas bon. Et vous voyez que vous avez d'autres patients qui, lorsqu'ils sont pris très tardivement, je pense dans les pays en voie de développement sur le plan de la prise en charge des cardiopathies congénitales, ayant fait beaucoup de missions dans différents pays du Maghreb ou méditerranéens ou en Afrique, on s'est retrouvé à prendre en charge des fallows qui n'avaient jamais été opérés, qui avaient 7, 8, 10, 15 ans, alors vraiment dans des situations catastrophiques, et j'ai battu mes records d'hémoglobine à 24 grammes. Et là, la prise en charge de malades comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc ça veut dire qu'à minima, quand vous avez déjà des patients qui dépassent au-delà de 18 grammes d'hémoglobine, ça devient très compliqué. Et l'erreur majeure, ça serait de dire, il a 18 grammes d'hémoglobine, c'est bon, on fait des hémodilutions. Si on fait ça, on tue le malade, il ne faut vraiment pas faire ça. Donc vous voyez que ce problème, conséquence de la cyanose et de la persistance des shunts, si on les prend en charge tardivement, on va le payer. Ensuite, vous avez des patients qui supportent très bien leur fallow, minimum de malaise, même pas de traitement médical, entre autres, même pas de traitement par les bêta-bloquants. À l'inverse, vous avez des malades qui sont avec des malaises intercurrents, avec des malaises répétés et qui nécessitent des traitements forts et entre autres bêta-bloquants qu'il va falloir savoir garder jusqu'à l'intervention. Parce qu'il vaut mieux qu'ils soient encore couverts par leur bêta-bloquant au moment où on va démarrer. Ça, Bernard l'a très bien dit. Dès qu'on va y toucher sur le plan anesthésie, sur le plan chirurgical, ils vont faire des malaises.
Donc vaut mieux qu'il reste avec encore une certaine imprégnation bêta-bloquant. Et puis, on va avoir des difficultés aussi, c'est que dans la prise en charge, on a soit ils sont dans des conditions favorables, on l'a dit, une forme accessible, très c'est de faire une réparation complète en un temps, soit alors la forme anatomique n'est pas favorable, ça a été dit, ou bien ils sont en cours d'infection. L'infection, l'atteinte pulmonaire va évidemment favoriser les malaises, ils vont rentrer dans une espèce de cascade hypoxique, et là, pour les sauver, pour remettre du débit pulmonaire, il faut mettre une anastomose et essayer de la mettre sans CEC, ce qui n'est pas toujours possible. On en a parlé lors des premiers modules. Certaines formes, avec des petites branches, l'anastomose sans CEC est extrêmement dangereuse, donc on va être obligé de passer par une CEC d'assistance courte, mais sur une infection, on va là, de l'autre côté, créer des risques sur le post-opératoire. Après, des choses sur lesquelles il faut aussi réfléchir, c'est comment éviter le malaise dans le cadre justement de cette prise en charge agressive de l'anesthésie pour le cathétérisme, de l'anesthésie pour la chirurgie, ou même d'actes en réanimation, parce qu'à partir du moment où on y touche, on a insisté là-dessus, on risque de créer le malaise. Donc il faut être conscient de ça, et il faut essayer de réfléchir sur, on doit préserver le débit pulmonaire. On doit éviter de baisser les résistances vasculaires systémiques, parce que dans ce cas-là, la CIV va chanter plutôt droit à gauche, on va encore plus diminuer le débit pulmonaire, et là on est mal parti, donc attention aux vasodilatateurs, quels qu'ils soient, que ce soit des drogues d'anesthésie, des drogues de sédation, attention aux vasodilatateurs qu'on va utiliser. Ensuite, c'est les patients qui vont être très réactifs au stress sympathique, à la douleur, au bruit. Donc, prémédication forte de ces patients, avec des benzos. Alors souvent, ils peuvent déjà avoir du Valium, mais là, on va utiliser principalement l'Hypnovel, et puis aussi, on va mettre de l'EMLA, on va faire en sorte qu'on puisse prendre des voies d'abord. Typiquement, le malaise du phallus, ça va être bon. Typiquement, c'est lorsqu'on va faire un prélèvement sanguin en cardio. Le gamin arrive, il hurle, on essaie de le piquer, on n'y arrive pas, boum, à un moment, il fait un malaise. Oui, ça c'est sûr qu'à force. Donc, calmer, sédater, le méopa, c'est intéressant pour qu'il soit bien calme et qu'il ait pas mal. L'EMLA par-dessus, ce qui fait qu'on va faire des prélèvements sans risque. Parce que ça, c'est vraiment une situation tout à fait classique. L'induction d'anesthésie sur ces patients-là, il vaut mieux préférer les halogénés, vous vous rappelez, on en a parlé, sauf que le débit pulmonaire étant très faible, les halogénés vont mettre plus de temps à agir. Et comme ça met du temps, il ne faut pas en profiter pour dire j'augmente la concentration de mon produit, parce que là on va avoir une action de dépression myocardique si on augmente la dose. Donc ce n'est pas une bonne idée, il suffit d'attendre. On a un patient qui est bien prémédiqué, donc il ne va pas s'agiter, et on met le Cevo à une dose raisonnable et on attend que ça agisse tranquillement. On peut potentialiser, bien sûr, à ce moment-là, avec de l'Hypnovel et puis les opiacés que vous aurez choisis. Évidemment, on va utiliser le 100% d'oxygène et on va suivre en remplissage. Tout risque, quoi qu'on fasse, ce patient-là, une fois qu'il va être bien détendu, c'est sûr qu'il va avoir tendance naturellement à baisser ses résistances vasculaires systémiques. C'est normal. Donc, il vaut mieux faire à l'induction. En plus, on tend à les remplir et toujours en gardant présent à l'esprit qu'on maintient le rapport d'hémoglobine. Il ne faut pas les hémodiluer. Si on repense à celui qui a 18 grammes, attention à l'hémodilution que vous allez entraîner. Ensuite, cette anesthésie, d'une façon générale, ça va être une anesthésie rapidement profonde, avec des fortes doses, de façon à ce qu'on bloque vraiment toute stimulation sympathique, avec toujours cette idée, attention aux résistances vasculaires systémiques, et entre autres en anesthésie, il y a le propofol, le diprivant. L'induction du phallo avec du diprivant, c'est moyennement une bonne idée. C'est vraiment un produit qui est puissamment vasodilatateur, donc ça peut se faire, certains l'ont fait, mais il faut vraiment aller très progressivement et surtout associer beaucoup de remplissage en même temps. Mais il faut bien être conscient du produit qu'on va utiliser. Et puis là où c'est un peu plus compliqué, c'est le diagnostic du malaise de phallo sur un patient qui est endormi. Autant quand vous l'avez cliniquement devant vous, vous voyez qu'il s'accroupit, c'est facile à diagnostiquer. Autant quand il dort, là ça devient compliqué. Comment on s'en rend compte? Premièrement,
c'est la tachycardie d'un seul coup qui va augmenter très fortement. C'est pas normal. Vous avez mis beaucoup de drogue, vous avez mis plein de choses et d'un seul coup il tachycarde. Regardez ce qui se passe en termes de saturation périphérique. Si vous avez déjà mis des NIRS, ben, très bien, vous allez avoir encore plus le renseignement rapidement. La pression artérielle va chuter et puis aussi ben, le souffle, disparition des souffles. Ça veut dire qu'apparemment il n'y a plus de passage pulmonaire et votre patient ben, il est en plein malaise de Fallot. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Traitement du malaise de Fallot sous anesthésie générale. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas le malaise du Fallot en cardio sur un malade qui était réveillé. Hein. C'est pas le schéma classique. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, approfondir l'anesthésie si vous aviez été un petit peu trop léger. C'est-à-dire que vous avez été débordé par la stimulation sympathique. Hein. Donc on a commencé à vouloir l'intuber, on a commencé à vouloir mettre un cathé. Finalement, le malade a réagi à ça. Et donc, c'est qu'on peut probablement approfondir. Mettre 100% si ce n'était pas déjà le cas. Le ventiler avec essayer de l'hyperventiler en 100% d'oxygène, mais attention de ne pas augmenter les pressions moyennes. Attention de ne pas augmenter les pressions intrathoraciques, parce que déjà que le ventricule droit a du mal à faire du débit pulmonaire, si en plus vous augmentez les pressions intrathoraciques chez le patient, alors là c'est fini. Hein. Attention à être vraiment très sobre dans votre ventilation. Et puis surtout, il y a des manœuvres. Surélever les membres inférieurs. Alors, une fois que le malade dort, attention, il y a deux situations. Est-ce que le chirurgien a déjà mis les champs opératoires ou pas? Parce que si c'est tout installé avec les champs opératoires, vous ne pourrez pas lever les jambes du malade. Par contre, si c'est dans le début du technicage du patient, c'est très facile d'aller prendre les membres inférieurs, de les lever à 90 degrés et vous allez augmenter le cette manœuvre-là. Et puis il y a une autre manœuvre aussi qui est toute simple à faire. Là encore, tant que les champs ne sont pas mis, c'est avec le poing, vous allez comprimer en abdominal l'aorte descendante. Ça fait quoi? C'est que vous augmentez brutalement les résistances vasculaires systémiques et a priori vous obligez le shunt par la CIV à être plutôt gauche-droite. Et comme en même temps vous remplissez en ayant levé les jambes, ça marche. Hein, c'est la manœuvre est simple, vous appuyez, vous levez, vous faites ça. Il ne faut pas qu'il y ait les champs opératoires et qu'ils aient déjà commencé à ouvrir. Évidemment, ça coince. Si jamais on ne peut pas faire ça, à ce moment-là, on va être obligé d'utiliser un peu de vasopresseur de façon à jouer sur cette augmentation d'un côté des résistances vasculaires systémiques, mobilisation du remplissage droit et en même temps remplir à ce moment-là. Si ça ne suffit pas, eh ben on va utiliser des bêta-bloquants rapides, non pas rapides, c'est la blocardile, classiquement. L'ennui de réinjecter un bêta-bloquant alors qu'on va démarrer l'intervention, c'est qu'on va le payer à la fin du clampage aortique. Ouais. Entre le propranolol et l'esmolol. Oui, bien sûr, l'esmolol on peut faire. Hein. Voilà, l'un ou l'autre. L'ennui d'injecter un bêta-bloquant, je vous dis, c'est que lorsque vous allez déclamper l'aorte, ben vous avez un cœur qui ne va pas être très performant parce qu'il reste sur des fortes concentrations de bêta-bloquants qui ont été données peu de temps avant qu'on clampe l'aorte. Donc ça va vous obliger à attendre une partie de l'élimination de ces bêta-bloquants en prolongeant l'assistance et à mettre des inotropes. Et entre autres, essayer de réverser ça par l'indobutamine, par exemple. Mais ça pose des problèmes. Hein, le fait d'augmenter, de mettre des catécholamines au déclampage sur un Fallot réparé, avec tout ce qui a été bien expliqué par Bernard Kretman, vous avez vu comme on essaie de bien réfléchir sur les gradients qu'on va pouvoir accepter sur finalement c'est la compliance du ventricule droit hein, qui n'est pas encore adaptée, hein, puisqu'on dit que 2 jours après, ça y est, les gradients disparaissent. Donc on a des problèmes sur la fonction diastolique du ventricule droit, on a un défaut de compliance aggravé par le fait qu'on a clampé l'aorte, donc le Fallot, sa pathologie elle-même, plus le clampage, et puis des gradients qui existent. Si vous mettez des catécholamines par-dessus, vous majorez tout ça. Et dans l'évaluation qu'on va faire à la fin de l'intervention avec le chirurgien, on aura beaucoup de mal à comprendre quelle est l'origine du problème. Est-ce que c'est réellement des gradients qui nécessitent une reprise chirurgicale ou bien ça va pouvoir s'adapter progressivement? Vous voyez que le challenge, il est terrible. Donc, les bolus de catécholamine, voire de calcium, à la fin d'une intervention sur un Fallot,
ça doit se faire en discussion avec le chirurgien, hein, parce qu'on risque vraiment de partir sur des appréciations erronées. Et puis, si on oblige à réouvrir, à gratter un peu plus un fondibulum alors que ce n'était pas nécessaire, on va le payer ensuite, et le malade aussi, on va le payer en réanimation parce qu'on aura une défaillance droite prolongée et on aura un malade qui va rester très longtemps parce qu'on n'a pas optimisé notre patient à ce moment-là. Donc, vous voyez que tout a de l'importance sur le fallo. Donc, si vous avez provoqué un malaise parce que vous avez été maladroit, que vous avez été obligé de compenser en mettant des bêta-bloquants, vous allez le payer à la sortie et ça peut entraîner des mauvaises appréciations sur la qualité de la réparation. Vous voyez comme quoi tout se tient. Après, en péropératoire, quelle stratégie on va devoir mener pendant que l'intervention suit son cours? Évidemment, on maintient le niveau de l'anesthésie. Le problème de l'évaluation de l'ETCO2 avec un barrage pulmonaire. C'est vrai pour le cerclage, sur les artères pulmonaires, toujours pareil, l'appréciation elle est très difficile. On n'a pas de CO2 qui est expiré, donc le TCO2, pas beaucoup d'intérêt. Quels sont les risques à nouveau de reproduire des malaises? Eh bien, c'est lorsque le chirurgien va faire la sternotomie, si on a été un peu trop light en anesthésie ou ça commence à s'éliminer, ben on va retomber dans la même situation. Mais là, si c'est au moment de la sternotomie qu'on commence à avoir un début de malaise, ça va se finir en mise en place de CEC à toute allure. Mais, on l'a dit tout à l'heure, le chirurgien l'a dit, rien que de toucher le cœur, il fait un malaise. Donc si on oblige le chirurgien à faire ça très vite, on va créer des situations délicates. Et ce qu'on sait bien, c'est que toute manipulation et compression de l'oreillette va générer un malaise. Alors l'explication, elle est assez simple. C'est que lorsque le chirurgien va commencer à disséquer et vouloir mettre les lacs qui vont permettre de contrôler les canules de CEC. Entre autres, il va passer un lac en dessous la veine cave inférieure. Quand ils font ce geste-là, en général, l'aide avec ses doigts ou une pince, il tire sur l'oreillette droite. Et le chirurgien senior, il passe son dissecteur sous la veine cave comme ça. Donc on tire bien. Ouais, sur un fallo, si on écrase bien l'oreillette au bout d'un petit moment, il n'y a plus de remplissage droit, boum, et ça fait un malaise, c'est évident. Personnellement, j'ai bien vu la différence entre les chirurgiens qui faisaient ça remarquablement bien et les autres. Ceux qui font ça très très bien, ben, ils le font sans toucher le cœur. Un équerre, il en reste un chirurgien qui sait faire ça comme ça. Ils sont capables de passer le lac sous la veine cave inférieure sans avoir touché à l'oreillette. Et pendant ce temps-là, au niveau de l'anesthésie, il est très important de maintenir un niveau de remplissage et des pressions de remplissage correctes. Ce n'est pas le moment d'être à 3-4 de PVC, parce que là, il va y avoir des problèmes. Il faut plutôt être à 10. Donc, la période de pré-canulation, au niveau de l'anesthésie, est très importante, parce que d'une part, il faut que le malade soit encore bien endormi, et d'autre part, avec un remplissage optimal. On peut le contrôler par les pressions, on peut le contrôler par le TO, et on fait en sorte que le moment des canulations se fasse dans la sérénité, parce que le malade est bien rempli, et qu'on va pouvoir démarrer la CEC sans faire, on va dire, les montagnes russes. Donc ces manipulations et compressions de l'oreillette, c'est vraiment la marque de fabrique de certains chirurgiens sur le fallo par rapport à d'autres. Alors, moi, les points sur lesquels je veux insister, c'est sur ces patients qui sont cyanosés. En fonction de la durée de cette cyanose, est-ce que c'est seulement de quelques semaines ou bien de quelques années? Ce n'est pas du tout le même impact. Vous avez une adaptation de l'endothélium à la cyanose, une variation du shear stress endothélial qui fait que on sait, petit à petit, l'endothélium s'est habitué à travailler avec une hémoglobine, à supporter une hémoglobine à 12, 13, 14, 18 ou 20, et c'est comme ça qu'ils se sont tenus. D'ailleurs, tout le danger chez les phallos avec des hémoglobines extrêmement élevées, il y avait une stratégie qui consistait à dire on va faire des saignées. On va faire baisser un peu l'hémoglobine parce que c'est pas bien. Mais d'un autre côté, c'est la maladie qui fait que la cyanose augmente. Et qu'il y a un moment, il faut arrêter de faire des saignées, mais il faut le réparer. Hein. Et d'ailleurs, les cardiologues d'autrefois, quand ils faisaient des saignées, il y a des moments, ça se passait très très mal. Donc, ils faisaient des saignées itératives. On saignait un peu, puis un mois après, ils revenaient, saignaient un peu, ils essayaient de compenser le volume. Et au bout d'un moment, tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas ça la façon de s'en sortir. Donc, vous avez des parois vasculaires qui sont habituées à supporter un shear stress d'un certain niveau d'hémoglobine. Lorsque vous allez démarrer la CEC, que vous faites
une partie d'hémodilution, plus ou moins importante. On en fait toujours un petit peu. Hein, on ne va pas tourner la CEC à 20 grammes d'hémoglobine. On va la tourner à 16-17, ce qui est déjà énorme. Mais si jamais on la tourne à 10, le problème, c'est que vous allez avoir une porosité de l'endothélium vasculaire phénoménale. Le shear stress, c'est de résister à un certain flux qui passe avec de l'hémoglobine élevée. Si l'hémoglobine est basse, eh ben, l'endothélium il est poreux. Et à ce moment-là, vous créez automatiquement des œdèmes généralisés sur tous les organes. Hein, c'est de ça dont ils meurent, hein, ces patients. Ils meurent à la fin de la CEC parce que l'œdème pulmonaire, l'œdème myocardique, l'œdème cérébral, ça pisse plus, enfin voilà. Mais c'est vraiment expérimental ça. Si les gens veulent faire la connerie, on voit tout de suite le résultat. Autre chose aussi, c'est l'apport d'oxygène. Une des grandes erreurs que les gens ont fait, et puis on a fini par comprendre que c'était extrêmement grave, c'était sur un falot qui était très désaturé, on démarrait en CEC avec du sang bleu extrême foncé, presque noir, et puis vite, on tourne sur la membrane, 100% d'oxygène, et là, tout le monde était content parce qu'il y avait du sang rose, rutilant. Ça y est, le malade est sauvé. Non, catastrophe. Catastrophe parce que l'hyperoxie va entraîner une activation radicalaire phénoménale et qui va elle-même être responsable d'une altération de l'endothélium. Donc l'endothélium que je vous ai expliqué, il a déjà beaucoup de mal à supporter une variation du shear stress liée à la baisse de l'hémoglobine. Si en même temps vous mettez une agression radicalaire dont le moteur est l'hyperoxie, c'était les deux éléments qui tuaient les malades. Hein. Pendant longtemps, les gens ne comprenaient pas pourquoi les phallos qui étaient bien réparés mouraient quand même. Alors, depuis longtemps, on a compris ça, hein, même bien avant ces années-là, les gens ont fini par bien comprendre qu'il fallait, sur ces patients, respecter un delta d'hémoglobine serré et d'autre part, être en normoxie. Là, récemment, il y a une revue qui est très bien faite, normoxie et hyperoxie, sur les cardiopathies congénitales. Je vous invite à regarder ça. Mais il n'y a plus beaucoup de papier là-dessus parce que tout a été dit dans les années 90-2000. Alors, c'est comme si tout le monde était d'accord avec ça, parce que ça coule de source. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent plus. Et donc, il faut répéter. Il n'y a pas vraiment de travaux là-dessus. Et il faut le répéter. Et là, cette revue, bien faite, insiste particulièrement et fait des rappels de physiologie de la CEC anciens, mais les remet de façon à ce que dans les pratiques, on n'oublie pas ça. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? On va contrôler le niveau d'oxygénation en CEC avec un objectif de PO2 près de la norme. 90-100 mm de mercure, 10-15 en kilopascal, pas plus. On ne va pas à 300 mm de mercure, voire 400 comme ça se fait des fois. On maintient la norme oxy tout le temps. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un monitoring per CEC, comme sur le malade, des saturations. La SVO2 sur la CEC, les NIR sur le malade, et c'est ça vraiment qui va être notre objectif, maintenir ces valeurs-là physiologiques. Donc, on adapte la FiO2 en fonction de ça. Ensuite, ce qui a été très important, c'est d'adapter la cardioplégie. Il a été montré, je vais y passer directement, non c'est après. Il a été montré que les cardioplégies cristalloïdes sur les patients très cyanosés étaient vraiment défavorables par rapport aux progrès qui ont été faits en cardioplégie sanguine. Le fait de faire de la cardioplégie sanguine, le fait de passer la CEC en normothermie a vraiment transformé le pronostic de ces malades-là. Donc, pour les centres qui sont encore à l'hypothermie, comme je sais, il faut vraiment réfléchir sur la remise en cause de ces systèmes-là, parce que ça fait partie des moyens qui améliorent le pronostic des patients. Et puis, sur ces phallos pédiatriques, on a plusieurs problèmes. D'une part, le ventricule droit, on le sait, du fait de la cardiopathie, a un degré d'immaturité beaucoup plus importante que s'il n'y avait pas de cardiopathie. Ils ont une tendance à être hypertrophiés, ils sont sur un obstacle, voire même à l'extrême, il y a des formes de ventricule droit qui sont restrictifs. C'est-à-dire que là, ils ont un trouble de la fonction diastolique majeure et qui va vraiment compliquer. Ça, c'est les phallos, même bien réparés. Il va falloir encore plus de temps d'adaptation-réanimation pour pouvoir les passer à des patients qui vont aller en dehors de la réanimation. Ensuite, il y a le problème, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, de l'évolution des résistances vasculaires pulmonaires.
C'est un problème, mais c'est un problème qui n'est plus du tout le même actuellement. Pourquoi? À partir du moment où on a commencé à avoir un arsenal de produits, de vasodilatateurs pulmonaires très efficaces, ça a tout changé. Pour avoir été probablement un de ceux, ou peut-être celui qui a commencé à mettre du NO sur un phallo, je peux vous dire que tout a changé. Le jour où j'ai mis du NO sur un phallo, tout le monde a dit ce mec est cinglé. Pourquoi mettre du NO sur un phallo qui a une sténose pulmonaire et pas de pression pulmonaire, hein? Le problème, c'était la dysfonction endothéliale, et particulièrement la dysfonction endothéliale post-CEC, sur des nouveau-nés. Donc, on l'a expliqué tout au long du DU, la somme des deux, à la fin d'une CEC, ça fait une augmentation de la réactivité avec un tonus vasoconstricteur fort. Et vu qu'on a un VD qui est peu compliant et qui ne joue pas le jeu, vous lui mettez un tout petit peu de barrage avec des résistances hautes, c'est comme ça que les malades mouraient en post-opératoire. C'est comme ça qu'on s'est mis à faire laisser des petites CIA, de façon à ce que le ventricule droit puisse se décharger en shuntant droit-gauche, puisqu'il y avait un obstacle. Le jour où on s'est mis à mettre du NO correctement, à bien jouer sur les vasodilatateurs, ça a tout changé en post-opératoire sur ces patients. Donc, sincèrement, la stratégie de traitement de la réactivité pulmonaire, on ne parle pas de stratégie de traitement de l'HTAP. Évidemment, il n'y a pas d'HTAP dans le phallo, il n'y a pas d'HTAP dans le Fontan non plus, vous l'avez vu hier. Par contre, il y a des dysfonctions endothéliales, il y a des résistances vasculaires pulmonaires élevées, et il faut pouvoir les traiter. Et donc, mettre du NO sur un phallo néonatal, c'est une bonne façon de s'en sortir. C'est comme ça qu'on a réussi aussi les traitements des atrésies pulmonaires des absos parisiennes. C'est comme ça qu'on a réussi les absos néonatales et à les sortir, alors qu'avant on ne les sortait pas, parce qu'on a mis des vasodilatateurs pulmonaires. Donc là, c'est une notion qui est extrêmement importante, et bien que les résistances soient encore élevées lorsqu'on opère un phallo néonat dans le premier mois de vie, ce n'est pas un problème majeur de la réanimation parce qu'on a les traitements pour s'en sortir. Ce qui est très important, c'est la qualité de la protection myocardique. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à protéger votre cœur le mieux possible, vous avez toutes les chances de pouvoir arrêter la CEC sans avoir besoin de mettre d'inotrope ou très peu. Auquel cas, vous n'aurez pas d'interaction avec la réparation faite par le chirurgien. A l'inverse, si le malade a été mal protégé, vous avez une dysfonction gauche, alors on a dit, il a très bien dit, le ventricule gauche, il était habitué à avoir peu de précharge, les cavités sont un peu petites, l'OG est un peu petite. Si vous vous retrouvez à être obligé d'augmenter le remplissage sur ces cœurs-là, ça va mal suivre. Et d'autre côté, vous avez le problème du ventricule droit, l'immaturité, l'hypertrophie. L'ensemble de ces éléments-là fait que s'il est mal protégé, il faut mettre des drogues. Et je reviens à la discussion de tout à l'heure, et on ne sait plus où on est à la fin de l'intervention. Donc, il faut une cardioplégie, une protection myocardique de haut niveau. Alors, là, il y avait un travail qui a été fait il y a quelques années qui était très intéressant. Ils ont comparé les groupes de patients, des phallos, en fonction du niveau de cyanose et de la désaturation qu'ils avaient en préopératoire. Vous voyez, il y a 3 groupes. Le premier groupe qui va de 90 à 100, l'autre 80-90 et l'autre 65-79. Ils sont très malades, ceux-là. Ils ont fait des prélèvements en évaluant les réserves énergétiques par l'ATP et la fraction d'éjection. Et ils ont fait ça avant le clampage et ils ont évalué après le clampage. Et les résultats sont intéressants en termes de réserve d'ATP. Ça, c'est les réserves d'ATP avant qu'on clampe. C'est le chirurgien qui a fait un prélèvement et sur les cellules. Et on voit que les réserves d'ATP entre les 3 groupes, ceux qui sont les plus cyanosés, ils ont moins de réserves. Les réserves d'ATP 15 minutes après le clampage, c'est eux qui en ont toujours le moins. À la fin du clampage, même chose. Et après la reperfusion, même chose. Plus votre malade va être cyanosé, moins il a de réserve énergétique, moins bien il va supporter le clampage. Donc ça, c'était clair. Ensuite, la fraction d'éjection, ça va être cohérent. La fraction d'éjection en préopératoire, les plus cyanosés ont la moins bonne. Et lorsque on refait en post-opératoire, vous voyez que c'est toujours pareil. Les intermédiaires, ils en ont pris un bon coup sur le ventricule, on va le dire. Et donc vous voyez que, méfiez-vous de ces phallos un peu plus vieux et déjà bien cyanosés. Plus l'histoire que je vous ai racontée sur l'hémoglobine. Vous voyez que ça commence à faire beaucoup. Et si en plus vous avez un chirurgien qui ne répare pas bien le malade, alors là vous allez être mal. Vous voyez que plus le malade est vieux,
Et plus la chirurgie est approximative, on arrive à des résultats catastrophiques. Le phallo, pour ça, chirurgicalement, il ne pardonne pas l'erreur. Après, même chose sur la durée des inotropes. Ben, évidemment, ça va de... C'est évident, hein, ils vont avoir plus d'inotropes, les malades très désaturés, une durée de ventilation plus longue, la durée de séjour en réa et à l'hôpital. Hein, vous voyez, tout est clair, d'où l'intérêt peut-être de les opérer précocement lorsqu'ils ne sont pas encore très désaturés. Alors, l'impact de la cyanose, on en a déjà parlé autrement, hein, c'est les lésions de réoxygénation, la production de radicaux libres, la responsable dysfonction endothéliale, je vous l'ai dit. Et donc, comment est-ce qu'on s'en sort? Ben, déjà, l'hyperoxie, on va la contrôler par la FiO2. La FiO2 en anesthésie, on la monte à l'induction, mais si vous avez des résultats en termes de saturation et en termes de gaz du sang qui sont corrects, ben, commencez à redescendre. On ne reste pas à 100% tout le temps. Et puis au moment de la CEC, ben, c'est pareil. Au moment de la CEC, on ne va pas faire 100% et mettre que de l'oxygène dans la CEC, on démarre des FiO2 basses, il faut que le changement de couleur du sang soit à peine perceptible. Et puis on regarde ces saturations, on regarde les gaz du sang et on reste dans les zones physiologiques. Donc, la protection par la normothermie, la cardioplégie, je vous en ai déjà parlé, hein, cette protection est plus performante. Et puis, la prévention en CEC, vous voyez que, je vous ai déjà tout dit ça, je ne vais pas revenir ça, il y a des publications. Alors, quand on va arrêter la CEC, plusieurs choses. Le KTOG, vous avez vu qu'avec Bernard, on est tout à fait d'accord avec ce monitoring, là c'est très important. Le KTOG est très important pour deux choses. D'une part, ça permet d'apprécier la précharge du ventricule gauche et savoir s'il a bien supporté ou pas la cardioplégie, indépendamment de l'écho. Hein. L'écho, bien sûr, en fait partie. Mais rien qu'avec la mesure de l'OG, on va voir si on a 10, 12, 14 avec une fonction qui est modeste ou si on a 8 avec un cœur qui pousse très bien. A priori, on sait où on va aller. Et puis, d'autre part, ça permet de savoir un peu ce qui se passe en termes de retour veineux pulmonaire. Si le chirurgien a réparé mais qu'il reste des gradients très conséquents, ou bien si l'arbre pulmonaire est petit, comme c'était dit tout à l'heure, dans tous les cas, vous allez vous retrouver avec des OG très très basses, quoi que vous fassiez. D'un côté, vous remplissez beaucoup, vous voyez votre PVC qui monte, puis l'OG ne monte toujours pas. Donc ça oblige à faire de l'écho. Donc les deux vont ensemble. Hein. Le monitoring, la surveillance par l'échographie, l'évaluation échographique en fin d'intervention, elle est obligatoire. Maintenant, j'ai connu l'époque où le chirurgien disait je suis content de ma réparation, elle est bonne. Et on ne faisait pas l'écho. Puis après, on allait en réa avec un malade qui ne marchait pas bien, à tout point de vue, on faisait l'écho et là, on comprenait plein de choses. Et il y avait soit un gradient médio-ventriculaire, on reprenait, on se rendait compte que l'arbre pulmonaire était vraiment petit, donc ceci expliquait cela. Donc l'écho, tout de suite, même des fois, le mieux, c'est de la faire alors qu'on n'a pas encore décanulé. On peut la faire CEC arrêté, mais canule en place, bien évaluée, parce que s'il faut reprendre, c'est tout de suite. Ça sera tellement plus facile à faire que en réanimation, au bout de 3 jours, après avoir réfléchi, se battre et tout, perdre beaucoup de temps, pour le malade, c'est tout de suite. Et donc, le KTOG va nous aider énormément dans notre appréciation globale, plus évidemment les mesures de saturation qui vont avec. Après, c'était la discussion qu'il y avait tout à l'heure, hein, je ne vais pas y revenir là-dessus, mais c'est extrêmement important de faire la part des choses. Est-ce que les pressions pulmonaires sont dans un contexte d'arbre pulmonaire qui est un peu petit, auquel cas il va falloir tenir? Mais là, on se pose la question. Est-ce que la valve pulmonaire est encore présente? Est-ce qu'on a un anneau ouvert avec un patch? Auquel cas, vous avez un arbre pulmonaire qui est petit. Et puis le chirurgien vous a réparé avec une grande ouverture de la voie pulmonaire. Quelle est la conséquence? Il n'y a pas de début pulmonaire puisque vous avez tout le temps une fuite permanente. Et donc, on va pas s'en sortir. Comment faire? Eh bien, essayer. Alors, s'il n'a pas essayé de réparer la valve, ce qu'on fait maintenant, et on est mal. Donc, on part sur essayer de rajouter des valves. C'est-à-dire qu'on fait un patch valvé avec une monocusp. C'est déjà ça, de façon à ce que ça tienne. Et comment on s'en sort sur le plan réanimatoire? On va mettre des drogues et on va mettre des vasodilatateurs pulmonaires. Mais pourquoi on met des vasodilatateurs pulmonaires sur un petit arbre? C'est stupide. Et pourquoi c'est pas stupide? Parce qu'on joue sur la fonction endothéliale et non pas l'anatomie, évidemment.
On ne joue pas sur l'anatomie, on ne va pas faire avec des vasodilatateurs pulmonaires grandir les branches. Par contre, on va jouer sur la fonction endothéliale qui a été méchamment maltraitée par la CEC. En plus. Donc on essaie de gagner un tout petit peu là-dessus et c'est comme ça qu'on a réussi à sortir les malades. Après, ne pas oublier ce qui a été dit tout à l'heure, et je le répète, lorsqu'on ne comprend pas bien, malgré l'écho, malgré tout, eh bien, il reste un truc très simple, les mesures de saturation étagée. Hein, c'est extrêmement important. Les mesures de pression, comme on peut le faire avec un cathé, comme ça a été bien expliqué tout à l'heure, mais il vaut mieux l'enlever à la fin de l'intervention. Et puis aussi les mesures de saturation. Là, on est vraiment sur des cardiopathies dans lesquelles on fait laboratoire cathétérisme à la fin de l'intervention. Il faut qu'on comprenne. Parce que si on envoie le malade comme ça en réanimation, ça va être beaucoup plus compliqué, alors que c'est tellement plus facile lorsque le chirurgien a le cœur devant lui, qu'on peut faire de l'écho, de l'ETO, on peut faire de l'épicardique, et puis surtout on peut aller mesurer directement les pressions et les saturations, de façon à ce qu'on comprenne bien ce qu'il en est. Voire même, si par malheur vous avez été obligé de mettre des drogues, il faut carrément attendre. On va arrêter les drogues. On va rester comme ça et on va attendre de voir si le fait d'avoir arrêté les drogues, est-ce que ça change ou pas les gradients. Une erreur classique, c'est par exemple un petit bolus de calcium peu de temps avant de mesurer les pressions. Alors là, on ne comprend rien parce que les gradients sont augmentés, le calcium il va s'éliminer, hein, la durée est très courte. Eh bien, on reprend les mesures quelques minutes ou dizaines de minutes plus tard et on n'a pas du tout les mêmes réponses. Donc là, c'est vraiment des patients sur lesquels, quand c'est compliqué, parce que on est en train de vous dire que le phallo c'est très compliqué. Non, il y a plein d'endroits, on fait des phallos, on les opère très vite, et je vais vous le montrer après, on les extube très vite. Mais c'est comme dans l'avion, comme dans plein de trucs, ça nécessite extrêmement de rigueur de passer une checklist de tous ces points-là avant de dire ouais c'est ok, on y va, on peut fermer, on arrête la CEC, on peut fermer le malade. Alors, lorsque l'anneau a été conservé ou que la valve a été réparée comme maintenant, en général, si on a bien protégé le malade, bien protégé son cœur, eh bien on va s'en sortir avec pas d'inotrope ou très peu. Ensuite, l'ouverture de l'anneau, plus ou moins monoscose, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce risque de régurgitation est tel qu'il va falloir le maintenir d'emblée avec un support inotrope et puis des vasodilatateurs pulmonaires et l'évolution en réanimation, on va le suivre par étapes, on va voir comment ça se passe. Ceux qui posent problème, c'est ces patients qui avaient des cyanoses très importantes, des hémoglobines très élevées, parce que d'une part, il y a la dysfonction endothéliale, mais alors les conséquences sur le saignement, c'est terrible sur ces patients, et vraiment l'hémostase chirurgicale d'un côté et l'hémostase biologique de l'autre, c'est extrêmement compliqué à faire en fin d'intervention. Donc là, on y va, mais en ayant tous les produits nécessaires, y aller dans des endroits où on n'a pas des banques du sang extrêmement bien fournies avec tous les dérivés du sang pour contrôler la coag, c'est vraiment prendre des risques majeurs. Y aller alors qu'on sait qu'on a une banque du sang qui ne pourra pas nous alimenter suffisamment en culot, en plaquettes, ça va être extrêmement compliqué. Donc attention à ces patients. Et puis pour limiter l'hémodilution per CEC, eh bien, il faut se battre. Quand vous avez bien compris, en disant à vos perfusionnistes et peut-être des fois les chirurgiens, on fait un priming avec du sang. On va démarrer la CEC avec du sang. On ne va pas démarrer en hémodilution complète. Pas en se disant, j'ai dit tout à l'heure, 18 grammes d'hémoglobine, super, on hémodilue. Alors, l'évolution de ces patients, elle dépend de l'incision de la voie d'abord. Est-ce que le chirurgien est passé par le tronc d'artère pulmonaire? Est-ce qu'il est passé par l'oreillette? Est-ce qu'il a été obligé de faire une ventriculotomie? Tout ça, ça va avoir des conséquences. Il arrive que par l'oreillette, on puisse léser la tricuspide, ce qui n'est pas une bonne idée. Ensuite, est-ce qu'il a mis un patch transannulaire ou pas? Est-ce que la voie pulmonaire a été valvée? Le ventricule, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le ventricule restrictif. La notion d'obstacle médio-ventriculaire persistant, ça c'est un sacré problème. Parce que dès que vous allez mettre un tout petit peu de catécholamine là-dessus, ça va bien répondre. Hein. Donc, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut impérativement que la protection de ces malades soit parfaite. Il faudrait a priori que le temps de clampage ne dure pas trop longtemps, auquel cas on pourrait s'en sortir. À l'extrême, en post-opératoire, qu'est-ce qu'on peut être amené à faire? Julien ne répond pas, Édouard ne répond pas. À l'extrême, sur un malade comme ça, qui a un obstacle médio-ventriculaire,
difficile à toucher et qui vous crée problème que ce que vous pouvez être amené à faire en post-opératoire si le chirurgien ne veut pas y retourner en disant ça va s'adapter, ça va s'adapter. Comment vous pouvez aider à l'adaptation? Vous mettez des bêta-bloquants en réanimation. C'est pratiqué, hein, ça a été pratiqué souvent et c'est comme ça qu'on s'en sort. Alors c'est une espèce de non-sens temporaire parce qu'on a opéré un phallo qui avait des bêta-bloquants, on sort de l'opération, on lui remet des bêta-bloquants. C'est un peu curieux, mais ça aide à l'adaptation. Par contre, s'il devait rentrer chez lui avec des bêta-bloquants, là, vous, réanimateur, vous tenez le truc en disant je pense que vraiment, il aurait fallu ou il faudra y retourner chirurgicalement. Mais au moins, les malades sont vivants. Donc, ne vous interdisez pas les bêta-bloquants après la chirurgie s'il y a des obstacles. Le problème de la CIV résiduelle et de l'exemple qu'a donné Bernard Kretman, c'est très important de savoir si le chirurgien fait des points séparés ou insurgés. Pour l'avoir vécu sur un malade, avec un résultat catastrophique, je n'ai pas cru à la petite CIV résiduelle. La CIV résiduelle qu'il y avait, j'ai dit, bah oui, comme d'habitude, entre deux points, CIV résiduelle, c'est pas grave. Sauf que le malade, en quelques minutes, il s'est aggravé. On a refait l'écho vite, et là, on avait un flux énorme. On est allé au bloc et on avait un patch qui faisait comme ça. C'est-à-dire que tout le fil s'était défait. Voilà. Donc, si jamais vous avez des chirurgiens qui ferment en faisant du surgé, ok, vous aurez du mal à leur faire changer d'avis. Par contre, vous, redoublez de prudence et de surveillance, et on n'accepte pas la moindre CIV résiduelle sur un patch de cette sorte-là, parce que ça peut tourner à la catastrophe en quelques dizaines de minutes. Et pourquoi le phallo il meurt tout de suite? Parce que pour le coup, on lui a ouvert la voie pulmonaire. Donc on a fait une CIV à poumon non protégé et auquel le phallo n'était pas habitué. Voilà. Donc il en meurt tout de suite, quoi. La dysfonction VD, bon, je crois que je vous ai dit déjà tout, hein, je vais pas... Juste pour finir, attention au problème des coronaires. Attention au problème des coronaires. Sur les phallos, deux choses. La coronaire qui barre l'infundibulum et qu'on n'a pas bien vu chirurgicalement, et ils y sont allés, ils ont ouvert l'infundibulum. Monitoring, la troponie. Sur le plan échographique et dysfonction VD, ça ne se voit pas forcément tout de suite. Par contre, si vous avez une troponine post-opératoire qui est le double de ce que vous avez normalement, allez voir le chirurgien pour dire « mais t'es sûr qu'il n'y avait pas une petite coronaire ?» Et souvent on vous dit « ah si, mais elle était petite ». Voilà. Souvent on nous dit ça. Celui-là, il faudra être prudent. Il ne faut pas aller trop vite parce que forcément vous allez le payer dans les jours qui suivent. Donc on attend, on ne cherche pas à tout prix à le réveiller et on va attendre que les troponines se normalisent et que la fonction devienne plus performante. Les troubles du rythme, d'une part, il y a les troubles du rythme préopératoires sur ces patients, comme l'Epstein et autres, ils sont assez sensibles au niveau de l'oreillette et les risques, c'est au moment où on met les leaders des cathéters. Et là, si on gratte un petit peu, on peut facilement déclencher au niveau auriculaire des troubles du rythme supraventriculaire. Ça, c'est une chose. Ensuite, le BAV. C'est pas très fréquent quand même, hein. Ça peut arriver, mais c'est pas très fréquent. C'est surtout lorsqu'il passait par ventriculotomie, ce qui est de plus en plus rare. Et comme toute complication avec un BAV, il va falloir l'appareiller et c'est un petit peu dur sur un phallo, surtout s'il est tout petit. Plus fréquemment en post-opératoire, autrefois, on avait pas mal de rythmes jonctionnels, mais ça, c'était vraiment en rapport avec la qualité de la cardioplégie. Depuis qu'on a des cardioplégies qui sont beaucoup plus performantes, eh bien on a eu moins de souffrance ventriculaire et moins de souffrance auriculaire grâce à la cardioplégie. Et finalement, ça devient assez rare. Il était très fréquent autrefois de traiter les troubles du rythme en post-opératoire sur les phallos, soit avec de la digoxine, soit de la cordarone. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus exceptionnel. Et principalement, ce que vous allez utiliser, ça sera la cordarone. Oui. Qui c'est qui a dit ça? Là, oui, en réa, tu mets de l'IV sur des malades qui dorment, mettre du péros. Alors, les cardiologues, ça vient de Necker en particulier. Il y a eu un accident terrible à Necker avec de la cordarone qui a été donnée.
Oui, mais c'est un médicament dangereux, comme la digoxine. Même la digoxine Péros, ça tue les malades et qu'il faut avoir des protocoles. Et lorsqu'on est en réanimation, la période de la digoxine IV, c'est la période où on a un malade qui est endormi, ventilé avec des cathéters, qui a, comme on dit maintenant, il a un biotope qui ne marche pas très bien. Donc tout ce qu'on va donner Péros, on n'a aucune idée de ce qui passe. Déjà, on est ennuyé en Péros parce qu'on est obligé de donner du sildenafil Péros, du Traclyr. Un des problèmes majeurs, c'est qu'on ne sait pas finalement ce qu'il absorbe. Les travaux actuels qui sortent sur le biotope des patients en réanimation, il y a les patients en réanimation longue durée, le biotope arrivé à un certain nombre de jours et ça ne marche pas. Donc ça veut dire que l'absorption de la plupart des produits qu'on donne, on le sait, on est dans le flou artistique, ça va de 0 à peut-être 60%. Mais l'accordarone IV sans bolus sur un cathéter, on sait faire. Parce qu'en réanimation, par exemple, on compense du potassium sur des cathéters centraux avec des moments où on sait utiliser ce genre de produit, ou l'adrénaline ou la noradrénaline, l'accordarone, c'est pas pire que les autres. Sauf qu'en réanimation, il y a des protocoles extrêmement stricts pour faire tout ça. Donc ça, c'est un petit débat que j'ai avec les cardiologues. Il ne faut surtout pas faire ça. Eh bien alors, dans ce cas-là, on ne fait pas le reste. Oulala, le dobus c'est dangereux, l'adré c'est dangereux, et le potassium, je ne vous dis pas comme c'est dangereux. On sait que tout est dangereux, sauf que... Je sais bien, mais il faut bien qu'on puisse être efficace. Et la différence d'utilisation de la cordarone pour traiter un truc de rythme en réanimation entre je charge en IV ou je mets Péros, il n'y a pas photo. Alors là, oui, certainement. Et du coup, vous mettez dose de charge 500 mg non, c'est très progressif. On va être sur 250, voire 200, et puis c'est progressif. Et si on n'a pas la réponse, on augmente petit à petit la vitesse du pouls seringue en restant dans les limites sur 24 heures. Mais on ne fait pas, il ne faut surtout pas faire de charge IV, c'est clair. Nous, on ne fait pas de cordarone IV, sauf pour les ECMO. Oui, je sais bien. Sauf pour les ECMO qui sont sous ECMO. On s'en fout. À ce moment-là, on adapte la dose à l'ECMO. Oui. Évidemment, parce que comme il y a beaucoup de volume, on adapte la dose à l'ECMO, mais sinon les autres... Non, mais là, c'est une espèce de terreur par rapport à ce produit qui m'a toujours un petit peu interloqué. Parce que dans ce cas-là, on utilise des produits bien plus dangereux par ailleurs. Et, excuse-moi, mais l'Agenta à la seringue, j'ai vu les conséquences d'erreurs de dose ou de vitesse, c'est la dialyse pendant un moment. C'est hyper dangereux. Par contre, tout le monde dit, oui d'accord, on fait des antibiotiques à la seringue, où est le problème? Mais c'est vachement plus dangereux par certains côtés. Oui. Non, mais bon, ça ne changera jamais. Je pense qu'il y a des gens qui sont complètement bloqués sur le produit et ils ne voient pas que de l'autre côté, on fait des trucs vachement plus dangereux. Alors, l'évolution de ces malades-là, ça dépend complètement de la forme initiale et de la réparation qui a été faite. Si d'une façon générale, l'anneau a été conservé, la valve a été réparée, évidemment ça va être très simple, on va pouvoir aller très vite. Et il y a des publis sur des extubations dès le bloc opératoire. Dans notre pratique pendant des années sur ces malades-là, moi j'aime pas extuber au bloc opératoire, je trouve que se passer de la radio, c'est pas forcément une bonne idée. Même si j'ai été impliqué beaucoup dans l'écho thoracique, la première radio post-opératoire, s'il y en a au moins une qui est importante, c'est celle-là. Après, on peut s'en sortir d'autres manières. Et puis, l'écho tranquillement, une fois que le malade est au chaud, qu'il est bien sédaté, qu'il est en équilibre, et après, on peut l'extuber 1 heure, 2 heures après en post-op. C'est peu différent. Entre dire je l'extube au bloc opératoire ou 2 heures après, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et au moins, on est sûr qu'il ne saigne pas, on a déjà des résultats de la biologie, etc. Ça me paraît la sécurité. Mais bon, peut-être que ça changera. Toujours est-il que c'est vraiment sur ces malades-là qu'on peut le faire. Après, les situations dans lesquelles les gens, justement, ont voulu aller vite, ils ont extubé, ils ont échoué, et là, il y a plusieurs publications récentes là-dessus. En général, c'est lorsque les patients ont une venticulotomie, lorsqu'il y a un patch transannulaire, lorsqu'il y a un tube VDAP. Ça, on s'en doute un peu. Lorsqu'on avait des malades très lourds, hématocrite élevé en préopératoire, les âges de patients, surtout les plus âgés, et puis lorsqu'on est dans ces situations de VD restrictif. Il y a des stratégies où les gens sont un peu déconnectés entre l'objectif extubation, ça c'est en Angleterre. L'anesthésiste vient pour extuber le malade et le réanimateur, plutôt cardiologue, lui regarde le cœur.
Il y en a un qui dit ben, je l'extube et l'autre il dit le cœur est pas bien, sauf qu'ils parlent pas entre eux. Et donc on extube et puis après on dit tiens il n'a pas supporté. Et forcément il faut une approche globale. On extube dans la mesure où l'interaction cœur-poumon est favorable. Hein, c'est la base de tout. Et c'est comme ça que les gens font des travaux sur l'échec d'extubation. Les échecs d'extubation, normalement, si on s'y prend bien, on n'en a pas, sauf la dyspnée laryngée. Ça, on ne peut pas l'anticiper. Mais l'échec d'extubation, parce qu'il y avait encore un cœur pas performant, ça ne doit pas arriver. Pour finir, des cas cliniques, un enfant de 3 ans, 11 kg, il ne fait pas de malaise, il est seulement en cyanosé, un VG de taille et cinétique correcte, une large IV, l'aorte à cheval, normal, sténose pulmonaire infundibulaire, de belles AP, fallo régulier. On fait une cure complète, on conserve l'anneau, une CEC 76 avec clampage de 41. C'est bien réparé, ça va vite. Il sort, après le déclampage, il passe en TV, puis on récupère un rythme sinusal. L'hémodynamique est stable sans inotrope, la saturation est normale. L'écho, VG bonne cinétique, VD un peu dilaté, bonne cinétique, persistance d'un petit bourrelet infundibulaire. Mais comme on n'a pas mis d'inotrope, ben ça ne nous gêne pas, sinon il aurait parlé. L'IP est à 1,8, pas de chinte, extubation H2, tropo max 6,4, c'était les tropos parisiennes, ça, à H4, il sordrait à... Voilà un fallo, quand la bonne forme, ça doit faire comme ça. Un autre, 1 mois et demi, 3,5 kg, malaise traité par Avlo, et les SAT à 80, l'écho VG-VED de taille correcte, CIV large, sténose pulmonaire infundibulaire, AP modérément hypoplasique, cure complète, anneau conservé, une CEC 93, clampage 58, ultrafiltré, rythme sinusal, SAT à 80%, parce qu'on a laissé un petit shunt auriculaire, un peu de chorotrope et d'adrénaline. Il est en bloc de branche droit, l'hémodynamique est stable. L'écho, ensuite, à la fin du bloc, bonne cinétique VGVD, PFO, shunt droit-gauche. PVD 60%, gradient VDAP à 2, IP basse vélocité. Donc devant ça, qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'adré. Parce qu'on se dit, peut-être que l'adré est en train de majorer ça. Mais ça, on le fait en réa. Mais vous voyez, on arrête l'adré. Et ça nous donne quoi? Gradient VDAP inférieur à 1. Ah, on a bien fait d'arrêter. PVD 30% de PA. Les SAT se sont améliorés. Sevrage VA progressif, extubation J2. Vous voyez typiquement quelle peut être la conséquence d'avoir mis des inotropes, parce que peut-être le cœur n'était pas très performant, ou quelquefois les gens ont l'habitude, systématiquement on le fait, mais les conséquences sur la réparation sont terribles. Il sort à J5, à la sortie, bonne cinétique, il y a une unité grade 1-2, PVD 40% de PA, gradient VD à 2, fuite pulmonaire franche, PAP 25. Fuite pulmonaire franche, je pense que probablement les branches devaient être un peu petites. Bon voilà. C'est bon pour le fallo?